Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le professeur Désiré Cachemire Eberhand Kolongele est de retour à la présidence. Il a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et va donc piloter le Conseil national de sécurité en remplacement d'un autre professeur, Jean-Louis Sambo. D'autres nominations sont intervenues également hier. Et le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région, alors que l'M23 est accusé d'avoir commis un carnage dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. On en parle dans ce journal. Et en Afrique, le Nigeria est endeuillé par une terrible tragédie. Au moins 17 enfants sont morts et 17 autres ont été grièvement brûlés dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le nord-ouest du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En pleine crise sécuritaire, le président de la République vient de nommer un nouveau conseiller spécial en matière de sécurité. Désiré Eberhand Kolongele remplace donc Jean-Louis Sambo à ce poste stratégique. Félix Tshisekedi a également nommé des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC auprès de Djibouti, de Thaïlande et du Brésil. Et la compagnie aérienne Air Congo a à présent un nouveau directeur général adjoint selon l'ordonnance présidentielle lue sur les antennes dans la chaîne nationale. Plus de détails dans ce récit de Dickens Kabouya. Ces nominations interviennent en pleine crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Dans une ordonnance présidentielle du 13 janvier 2025, rendue publique ce mercredi 5 février à la télévision nationale, le président Félix Tshisekedi a nommé Désiré Eberhand Kolongele au poste du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il remplace à ces postes le professeur Jean-Louis Sambo. Le nouveau patron de la sécurité nationale possède une expérience significative dans l'administration congolaise, de par le poste qu'il a occupé dans le passé, notamment comme directeur des cabinets adjoints du président de la République en charge des questions juridiques. Il a aussi assumé l'intérim des directeurs des cabinets après l'arrestation de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale. Il a été également ministre du numérique au gouvernement Sama Lukonde. Dans la foulée, Félix Tshisekedi a nommé des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC auprès de Djibouti, de Thaïlande et du Brésil. Rosette Mosinyamale va donc représenter la RDC au Brésil, alors que Jean Néron Ngandu Ilunga au Djibouti et François Balumwene est nommé ambassadeur de la RDC en Thaïlande. Ces nominations ont même touché une entreprise du portefeuille de l'État congolais. Charles Mbutamuntu est donc nommé directeur général adjoint de la compagnie aérienne Air Congo. Ces nominations prennent effet alors que le gouvernement congolais est engagé dans un effort de guerre où les trains de vie des institutions doivent être réduits pour se concentrer au renforcement logistique et matériel des forces armées de la République démocratique du Congo, engagé au front pour repousser la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Réunis en session extraordinaire depuis le mardi dernier, sur demande du chef de l'État, les deux chambres du Parlement ont adopté séparément le rapport final de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat mise en place pour examiner les voies et moyens politiques et diplomatiques de sortie de crise face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. Ce rapport final sera sans doute remis au chef de l'État. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours en plénière comme en commission pour élaborer leurs recommandations axées particulièrement sur le volet politique et diplomatique. La grande commission mixte paritaire Assemblée nationale, Sénat était composée notamment des commissions mixtes paritaires
défense et sécurité, relations extérieures, PAJ socio-culturelle, économique et financière. Après l'audition en commission du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et du vice-premier ministre de la Défense nationale, les députés nationaux ont conjugué leurs intelligences pour réfléchir sur les voies et moyens de sortir le pays de la crise sécuritaire qu'il traverse. La plénière tenue à huis clos en cette deuxième journée a adopté à l'unanimité et sans débat le rapport final mixte qui contient toutes les recommandations des deux chambres du Parlement. Ce rapport, dont la primeur est réservée uniquement au chef de l'État, rencontre sur tous les plans les attentes du commandant suprême. Nous annonçons au public et toute notre satisfaction pour le travail de qualité réalisé par les honorables députés et les honorables sénateurs qui se sont mis d'accord sur les matières principales sous forme de recommandations à remettre au président de la République. Et tous ces rapports ont été adoptés tour à tour et à l'unanimité, sans contre et sans abstention. Ceci mérite quand même les applaudissements de la plénière. Honorables députés, chers collègues, je tiens sincèrement à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez démontré encore une fois de plus, au regard de vos recommandations et résolutions, que le Congo, c'est un pays de paix, un pays qui veut la paix chez nous et ailleurs et impulser le développement. Il s'est de signaler que ce document d'une extrême importance va se joindre à celui présenté par les évêques de la SEMCO et l'Église du Christ au Congo pour outiller objectivement la décision du président de la République, garant de la nation. Et la première ministre Judith Souminois a reçu en audience mercredi une délégation de l'inspection générale des finances conduite par Jules Alingueté, inspecteur général, chef de service de cette institution chargé du contrôle des finances publiques, alors que le président de la République a engagé le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions publiques. La chef du gouvernement entend associer l'IGF à cette démarche. La première ministre attend beaucoup de ses services d'audit supérieur des finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du chef de l'État. Lors de cette rencontre, Jules Alingueté a félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des finances publiques. Il a annoncé que l'IGF veillera à ce que, dans l'exécution des dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement. Il y a un mois, un arrêté interministériel finance-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances. La première ministre, pour sa part, a de nouveau exprimé sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans la rationalisation des dépenses et l'augmentation des recettes. Gilles Alingueté, inspecteur de l'IGF, a également profité de l'occasion pour présenter à la chef du gouvernement plusieurs dossiers économico-financiers, notamment ceux relatifs aux exonérations dérogatoires. Il faut rappeler par ailleurs que la rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du programme d'action du gouvernement souminois tel que renseigné dans son deuxième pilier. Je le disais dans le sommaire, c'était un appel à toutes les parties qu'a lancé le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, un appel à destination des victimes, des témoins, voire de la société civile, organisations internationales et autorités nationales à remettre au bureau du procureur les preuves des crimes en cours à Goma. L'enquête qui se poursuit avec urgence selon la CPI porte sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022. Au moins 2000 corps ont été
été enterrés. 900 autres corps sont toujours dans les morgues. Le gouvernement congolais, lui, a parlé de carnage en pointant du doigt le M23. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a quitté la Belgique hier la nuit où elle a eu une intense activité diplomatique auprès de l'Union européenne. Accueillie par son homologue belge, la chef de la diplomatie congolaise a bouclé son séjour en dénonçant les massacres que commettent le Rwandais dans l'est de la RDC lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. On va suivre un extrait de sa prise de parole. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Et entre-temps, ici à Kinshasa, place à la cohésion nationale pour freiner l'avancée des rebelles. La SENCO et l'ECC poursuivent les consultations auprès des acteurs politiques. Les confessions religieuses ont rencontré hier l'opposant Denis Sesanga, à qui ils ont présenté leur feuille de route, et ce dernier a posé quelques conditions tout en restant ouvert à la démarche. Après les politiques plutôt, ce sera au tour de la société civile d'être consultée par les églises. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, la logique exclusivement militaire du tout militaire a montré ses limites et qu'aujourd'hui, la solution est essentiellement politique et diplomatique. Et il faut explorer toutes les voies pour qu'une telle solution, qui épargne à la fois les vies de nos concitoyens et préserve la stabilité de notre pays et l'intégrité de notre territoire par-dessus tout, puisse voir le jour en associant toutes les ressources. Et donc, une initiative prise par nos pères spirituels nous paraissait d'intérêt d'être entendue. Nous avons formulé, en ce qui nous concerne, un certain nombre de préalables, mais aussi un certain nombre de contributions pour pouvoir notamment faire face à des écueils que nous avons rencontrés par le passé et répondre aux contraintes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Elles sont là, c'est un processus qui vient de démarrer. Et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit, parce que dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à nos constitutions, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une telle initiative qui associe la dimension politique et diplomatique nous paraît être la bienvenue, à la condition de répondre à l'inclusivité, à d'autres critères, notamment celle de la redevabilité, de la responsabilité des uns des autres, et surtout tenir compte de l'intérêt de nos concitoyens et non pas ceux de la classe politique.
Et au Nigeria, dans l'actualité en Afrique, au moins 17 élèves ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré le porte-parole de la police. Une douzaine d'autres ont été transférés à l'hôpital avec de graves brûlures. C'est un drame qui frappe le nord-ouest du Nigeria. Un incendie a ravagé les dortoirs d'une école islamique informelle dans la ville de Kaora, Namoda, dans l'état des Zamfara. Le bilan est lourd, 17 enfants ont perdu la vie et 17 autres sont grièvement brûlés. Un bilan encore provisoire selon les autorités locales et la police. Le sinistre s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. D'après Yazid Aboubakar, porte-parole de la police dans la région, les premières informations indiquent que le feu s'est réparti d'une maison voisine avant de se propager à l'établissement. Le directeur de l'école, Aliou Aboubakar Khalifa, précise qu'au moment du drame, près de 100 élèves âgés de 10 à 16 ans dormaient dans le dortoir. Le feu s'est déclenché aux alentours de minuit, les piégeant dans leur sommeil. Réagissant à cette tragédie, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a adressé ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'aux autorités de l'État des Zamfara. Il a insisté sur la nécessité pour les écoles publiques et privées de renforcer la sécurité des élèves, exhortant les organismes de régulation du secteur éducatif à veiller strictement au respect des normes de sécurité. Les écoles islamiques informelles, très répandues dans le nord du Nigeria à majorité musulmane, fonctionnent souvent en marge du système éducatif officiel. Les élèves, appelés al-majuris, survivent généralement grâce aux aumônes et à de petits travaux. Malgré plusieurs tentatives de réforme, ces modèles ancestrales restent profondément ancrés en raison de la résistance de certains chefs religieux. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Et en France, pendant près d'une semaine, à partir de ce jeudi 6 février, Paris accueillera de nombreux événements visant à renforcer l'action internationale en faveur d'une intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Sont au menu de ces événements qui viennent avant le sommet international, des journées scientifiques, un week-end culturel et autres. Le grand sommet international, lui, va se tenir dès la semaine prochaine avec des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales et des petites et grandes entreprises et des experts du monde entier. Avec ce sommet, l'Europe, à travers la France, peut-elle s'affirmer comme une puissance incontournable en IA face aux avancées des États-Unis d'Amérique et de la Chine? La question reste posée. C'est un sommet des ambitions pour la France à l'heure de l'intelligence artificielle. Éviter des ingérences informationnelles, être actif et mieux organisé à l'utilisation, la France à la recherche d'un positionnement solide. Ce sommet mondial qui s'ouvre ce jeudi et dont le grand débat aura lieu les 10 et 11 février, 2 journées d'échange avec des pointures du secteur. La question de l'intelligence artificielle divise actuellement l'opinion, des visions différentes s'opposent, des discours différents face aux risques, les États-Unis et la Chine, 2 pays opposés en matière technologique. Alors, la France vise-t-elle à porter la 3e voie, celle du milieu rassemblaire? La question reste pendante. Cet événement majeur qui permet de réunir des chercheurs, décideurs, entreprises, artistes et citoyens autour des enjeux de l'IA. À chacune des activités durant ces journées, des mots comptent, mais aussi des idées en vue de mener à bien ces chemins, une étude approfondie des menaces, aussi des richesses à exploiter et des progrès à orienter. La France vise à devenir la figure de proue de l'intelligence artificielle en Europe, promouvoir les usages concrets de cette technologie. Le sommet co-présidé avec l'Inde débute ce jeudi à l'école polytechnique avec des tables rondes autour des sujets pointus. Il sera question des recherches scientifiques, mais aussi des questionnements sur la confiance dans l'IA et les dangers potentiels de cette technologie qui suscite des inquiétudes. Les rencontres se poursuivront samedi et dimanche avec 2 journées consacrées à l'intelligence artificielle dans la culture avant une journée de rencontres diplomatiques. L'incertitude persiste toujours sur la présence du propriétaire de X, Elon Musk, et sur celle du fondateur de la start-up chinoise DeepSeek, Liang Wenfeng, avec lequel l'Élysée a indiqué être en discussion.
Et pour terminer cette mauvaise nouvelle, le monde sportif congolais est en deuil. Nazem Odroge, ancien président du football club Lupopo, est décédé ce jeudi au Liban des suites d'une longue maladie. Arrivé en RDC vers les années 80, cet homme d'affaires libanais a marqué les cœurs de plusieurs Congolais au travers de ses actions sur le terrain. Élu 3 fois député nationaux et provinciaux en 2006, 2011 et 2018, Nazem a assumé beaucoup d'autres fonctions dans la province du Haut-Katanga. Il a même été nommé 2 fois ministre aux infrastructures sous Jean-Claude Kazembe et Célestin Pandé Kapopo. Arrivé à Lupopo en début des années 2000, le Libanais et Congolais a permis aux cheminots de remporter le challenge Vodacom en Afrique du Sud et la Ligue nationale de football en 2002, que son âme repose en paix. On va passer au rappel des titres à présent. Le professeur Désiré Cachemire Ebéran de Kolongele est de retour à la présidence. Il a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et va donc piloter le Conseil national de sécurité en remplacement d'un autre professeur, Jean-Louis Essambo. D'autres nominations sont intervenues également hier. Et le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma dans la région, alors que le M23 est accusé d'avoir commis un carnage dans le chef-lieu de la province par le gouvernement congolais. Le Nigeria est endeuillé par une terrible tragédie. Au moins 17 enfants sont morts et 17 autres ont été grièvement brûlés dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le nord-ouest du pays. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous. Et nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Tiamala qui a déjà fait son entrée. Moïse, bonjour, bienvenue à vous. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. La plupart des journaux et sites d'information quinois reviennent ce jeudi sur le discours du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces discours de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, fait parler beaucoup Gaëtan Kouba-Bouranzi et chez les politiques et chez la population congolaise. À la une, ici, avec les phares qui titrent, avec ces titres, manchette Gaëtan Kouba-Bouranzi, Vital Kamerhe dénonce la politique des 2 poids 2 mesures face au drame congolais. Eh bien, Gaëtan, selon ses quotidiens, les présidents de l'organe délibérant regrettent que la RDC continue de faire face à une guerre injuste qui impose aux innocentes populations des atrocités d'une barbarie inclassable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, s'interroge Vital Kamerhe dans les colonnes de ces portails. Ne devrions-nous pas nous attendre à ce que l'Union européenne reconsidère ses accords de coopération sur les minerais stratégiques avec nos agresseurs, considérant la controverse ou plutôt l'évidence quant à l'origine de ces minéraux et leurs conditions d'extradition. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce même sujet est également exploité par les quotidiens. Les journaux qui restent sur la même page, ces tabloïds sites revient sur les présidents de la Chambre basse du Parlement qui estiment cohérent de faire suivre les condamnations par des sanctions à la hauteur des crimes décrits pour apporter la preuve de la sincérité vis-à-vis de la RDC et son peuple. À la tribune de l'Assemblée nationale, rapporte ce portail, Vital Kamerhe précise que cette session extraordinaire n'aura que 2 points à l'ordre du jour, Gaëtan, à savoir parmi lesquels l'élaboration des stratégies politiques et diplomatiques contre la guerre dans l'est du pays. Agression rwandaise, Thérèse Kaikwamba Wagner a dénoncé la violation inouïe des RDF M23. C'était à l'Assemblée parlementaire Union européenne-Afrique. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est les titres à la une de Info 27. Agression rwandaise, Thérèse Kaikwamba dénonce la violation inouïe des RDF M23. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi à l'Assemblée parlementaire Afrique, Union européenne, l'Union européenne ne peut
pas continuer à financer cette guerre par l'achat des minerais auprès du Rwanda, a déclaré la ministre des Affaires étrangères congolais. Elle s'interroge, Gaëtan Kouba-Bouranzi, prétendu cessez-le-feu humanitaire à Goma. Faut-il en rire ou en plairer? Comment peut-on évoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang, des innocents? Comment reprendre la paix après avoir méthodiquement sémé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuivent. Déclaration de Thérèse Kaikwamba. Et puis, d'après les journaux, les potentiels s'exprimant lors d'une réunion extraordinaire à l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, Gaëtan, tenue ce 5 février à Bruxelles, la chef de la diplomatie congolaise a dénoncé l'occupation illégale des Goma par les forces rwandaises et multisme de la communauté internationale face à cette tragédie. Dans un plaidoirie sans concession, ajoute ces quotidiens, Thérèse Kaikwamba, Wagner a mis en cause l'Union européenne et d'autres puissances alliées pour leur manque de réaction face aux exactions commises. À ces sujets, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux La Prospérité ligne cite les prix Nobel Denis Mukwege qui condamne les silences complices et l'inaction de la communauté internationale au regard des graves violations, Gaëtan Kouba-Bouranzi, des droits de l'homme et des droits humanitaires en RDC. Selon lui, poursuit ses portails, l'exploitation des ressources naturelles est véritable nerf de cette guerre dans la partie est de la RDC. Dans son message intitulé « Arrêtez les massacres des Congolais, la paix et déplore la paix est possible » et publié ce 4 février, rappelle La Prospérité en ligne Denis Mukwege qui siège à l'étranger actuellement. Justement, Denis Mukwege qui a quitté le Sud Kivu pour fuir l'avancée des rebelles, on va le dire véridiquement. Merci à toi Moïse Chamala pour cette présentation. Je vous en prie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. C'est par ici donc que va se refermer ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous tous, madame, messieurs, d'avoir suivi également. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.